Bonjour à tous, bienvenue au Parlement européen pour un débat sur ce qui sera sans doute le texte le plus controversé dans les prochains mois, nom de code TTIP. Alors c'est le vieux projet de traité de libre-échange États-Unis-Europe qui a démarré en 2013 sous le nom de Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Après 12 cycles de négociations, les deux parties ont annoncé que les avancées concrètes étaient actées vendredi 26 février et donc l'Union européenne et les États-Unis ont la ferme intention de finaliser ce partenariat d'ici la fin de 2016. Alors face à la contestation, la Commission européenne a avancé de nouvelles propositions qui ne convainquent toujours pas les opposants. On va parler de toutes ces questions très sensibles avec vous, Ingeborg Grässle, bonjour. Vous êtes députée européenne du Parti populaire européen qui correspond à la CDU, donc au pouvoir en Allemagne, plutôt favorable à ce traité transatlantique. Et face à vous, plutôt défavorable, je dirais, en l'état, Maria Arena, bonjour, députée européenne qui nous vient, de Belgique, pour les socialistes et démocrates. Vous êtes en compagnie aujourd'hui de Jean Arthuis, député européen de l'Alliance des démocrates et libéraux. Alors, libéraux suggéreraient que vous seriez plutôt favorable, mais vous êtes aussi français, et là, les choses se compliquent. Enfin, les choses se compliquent souvent quand on parle de ce traité. Quant aux principaux négociateurs, Ignacio Garcia Berceno et Dan Mullaney pour les États-Unis, ils ont présenté la situation actuelle. On pourrait avoir un traité d'ici la fin de l'année. Vous y croyez? Oui, j'y crois, si on le veut. Mais c'est difficile et il faut vraiment faire avancer les choses. Est-ce qu'on le veut? Alors moi, je pense que dans l'état actuel des choses, on ne le veut pas parce qu'il y a un certain nombre de choses dans ce traité qui posent problème. Et surtout, ce traité ne va pas régler les problèmes de l'Europe. Si on prend la question des agriculteurs, par exemple, il y a eu le salon de l'agriculture en France. On voit à quel point les agriculteurs sont aujourd'hui dans les difficultés. Eh bien, le traité transatlantique ne ferait que renforcer les difficultés de ce secteur en particulier qui serait soumis au libre-échange avec des structures américaines qui sont tout à fait autres que celles que nous avons en Europe, et donc il les mettrait encore plus en difficulté. C'est un seul secteur qui serait touché, mais il y en a plein d'autres. La question porte sur le timing aussi. On sait bien qu'il y a des élections américaines à la fin de l'année. Est-ce qu'on va finaliser ce traité en l'état? Monsieur Arthuis, vous y croyez, vous? Non, j'y crois pas. Je n'y crois pas et je suis très réservé. Très réservé parce que c'est vrai que, par conviction, je suis favorable au développement des échanges. Victor Hugo, au XIXe siècle, suggérait le développement du commerce entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe. Je partage ce rêve. Mais dans quel état est l'Europe? D'un côté, pour cette négociation, un État fédéral puissant qui est capable d'infliger des amendes lourdes à des banques européennes, à des industries européennes, Alstom récemment. De l'autre côté, 28 égoïsmes nationaux. Lorsqu'il s'agit d'instituer une taxe spéciale sur les panneaux photovoltaïques qui viennent de Chine ou sur l'acier, les Européens sont incapables de se mettre d'accord. Donc je pense qu'il y a un préalable institutionnel. Justement, Madame Grässle, vous répondrez que c'est une opportunité pour développer cette Europe économiquement? Oui, c'est ça. Il ne faut pas prendre les traités, cet accord en otage pour autre chose. Ça, c'est une prise d'otage. Et vraiment, la question est de savoir, est-ce que les Européens arrivent à faire des standards avec les États-Unis ou est-ce que nous, on va se plier aux standards que la Chine et l'espace asiatique va mettre avec les États-Unis? Alors, écoutez, pour que nos téléspectateurs comprennent bien les enjeux et puis surtout la jeunesse de cet incroyable traité transatlantique qui suscite autant de passion, eh bien, je vous propose tout de suite d'en regarder le mode d'emploi. Américains et Européens promettent un magnifique gâteau. Un marché unique entre les États-Unis et l'Union européenne, soit 800 millions de consommateurs pour le plus grand bonheur du business mondial. C'est le fameux TTIP, pour Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Le problème, c'est que les deux parties veulent chacune confectionner le gâteau avec leurs propres recettes et ingrédients. Cocorico, la France a obtenu une première victoire. Le secteur de la culture n'est pas dans la sauce du commerce transatlantique. Maintenant,
il faut s'entendre pour harmoniser les normes qui régissent les secteurs de l'industrie, des services, de la finance et de l'agriculture. Les têtes d'œufs européennes et américaines discutent depuis juillet 2013. Mais au fait, qui sont-ils? Majoritairement des technocrates de la Commission européenne et de Washington, et bien sûr, des hommes d'affaires cachés derrière des lobbies. Les citoyens, eux, ont l'impression qu'on les prend pour des poires. Pas franchement invités dans les cuisines des discussions, qui sont d'ailleurs tenues secrètes. Quand la Commission européenne donne la parole aux citoyens, ils la prennent. Un exemple, 88% sont contre la proposition américaine d'institutionnaliser des tribunaux spéciaux pour permettre aux entreprises de poursuivre les États en justice. Ce genre de tribunal existe déjà, le CIRDI par exemple. Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, il est implanté dans les locaux de la Banque mondiale à Washington. Les Européens ne veulent pas voir débarquer ce type de tribunaux via le TTIP. Ils refusent que le marché soit plus fort que la démocratie. Alors, vous voyez plusieurs reproches déjà des citoyens ou plusieurs inquiétudes. D'abord, le manque de transparence qui a présidé à cette genèse. Est-ce qu'il est réel pour vous, Madame Gressle? Vous savez, on a accès à tous les documents, aux documents préparatoires, au mandat. Il y a beaucoup de documents qui sont disponibles. Je dois vous dire que pour le TTIP, on a le plus de documents qu'on n'ait jamais vus dans ce domaine. Je suis maintenant depuis 20 ans députée et jusqu'à l'avril l'année dernière, personne ne m'a jamais demandé quelque chose sur les contrats, sur les traités de commerce international. Je dois vous dire qu'on sent que c'est une campagne qui a été montée pour des fins politiques. Là, on doit le dire, et c'est un modèle business aussi de faire la campagne. Et les résultats, malheureusement, se jouent sur notre dos commun. C'est très regrettable. Madame, ce n'est pas une campagne contre quelque chose. C'est simplement, aujourd'hui, on a un traité qui n'est pas un traité de libre-échange. Jusqu'à présent, on a fait des traités qui étaient des traités de libre-échange qui travaillaient surtout sur les barrières tarifaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On va travailler sur des choses qui sont hautement politiques, c'est-à-dire la protection du consommateur, le travail dans certains secteurs industriels. Donc, on est dans des matières qui sont très politiques et qui doivent se discuter à pièce ouverte, je dirais, dans le cadre d'une assemblée. Et non pas dans des petites chambres, c'est vrai, dans lesquelles on a accès, mais on y a accès seul, sans avoir l'apport de techniciens, par exemple, dans certains domaines. Et moi, ce que je regrette, c'est que ces textes, ils sont consultés par les milieux industriels, avec des techniciens, des avocats, des experts. Par contre, nous, en tant que parlementaires, avec toutes les compétences qu'on peut avoir, on ne peut les consulter que seuls, dans une pièce, limitée dans le temps, et avec des accès très, très, très limités à certains documents. Ils sont consultés avec des avocats, c'est pas vrai? Mais je peux vous le garantir. Attendez. C'est pas vrai, excusez-moi. Est-ce que vous avez l'impression que c'est complètement difficile à vendre à ce public, ce traité transatlantique? Il y a eu une pétition d'ailleurs de plusieurs millions de personnes. Et là encore, la Commission a redit le processus de pétition n'est pas applicable dans le cas de cette négociation, etc. Donc est-ce que c'est difficile? Ça va être une campagne qui est politiquement très difficile de convaincre les Européens de l'intérêt de ce traité. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle ne parle pas aux Européens. Et qu'elle donne l'impression que tout est piloté, en effet, par une technostructure, par une bureaucratie. Il n'y a pas de portage politique. Moi, ce qui me choque dans cette Europe, c'est son absence de gouvernement. On va faire un marché unique, si j'ai bien compris, entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Lorsque nous avons créé la monnaie unique, c'est parce que nous voulions avoir un marché unique, qu'il y avait libre circulation, même si elle restait très imparfaite, et qu'avec la pluralité des monnaies, quand il y a autant de monnaies que d'États constituant un marché unique, on a des variations de parité monétaire. Et ceci peut aboutir à des dévaluations compétitives qui brisent la croissance et poussent au chômage. Donc on a fait une monnaie unique parce qu'on avait un marché unique. Là, on va faire un marché unique États-Unis, Europe, avec deux doctrines monétaires très différentes. Donc, le reproche que je fais aux institutions européennes, c'est d'aller dans des négociations comme celle-ci, qui sont des négociations majeures, alors que, politiquement, on n'a pas les institutions correspondant à nos ambitions. Réponse, et il n'y a pas de Gressle. portage politique. Mais on a tout ce qu'il nous faut. On fait bien moins que ce que vous dites. On essaye de faire cette mini-globalisation qu'est le marché européen. Et c'est un marché global, mais très globalisé, très standardisé, très uni. On essaie maintenant
de faire la même chose avec les États-Unis, qui ne sont pas encore si loin que nous. Nous sommes dans beaucoup de domaines plus loin que les États-Unis. Ils n'ont pas ce marché unique, ce marché intérieur. Nous, on a 28 organisations de standards et une ensemble, mais les États-Unis, il y en a 600. Alors les PME qui veulent aller au marché américain, ils sont complètement débordés parce qu'ils doivent... Donc ça serait bénéficiaire les organismes pour les régulation, de PME. standardisation, on doit demander la permission, même locale, régionale, nationale. Vous savez, c'est très compliqué. Pour le moment, ce n'est que les grands qui sont capables de faire ça. C'est un argument de vente. On veut que les petits puissent le faire aussi. Il y a un argument de vente de la Commission actuelle. Les petits n'iront jamais aux États-Unis. Voilà, il y a un argument de vente de la Commission européenne aujourd'hui et du parti du PPE qui est de dire le traité transatlantique, c'est pour les petites et moyennes entreprises. Vous savez, quand on rencontre les petites et moyennes entreprises, parce que Business Europe ne les rencontre plus, quand nous rencontrons les petites et moyennes entreprises, elles nous disent « Nous, on veut d'abord que vous régliez les problèmes auxquels nous sommes confrontés en Europe par rapport à nos exportations en Europe. C'est ça qu'on veut que vous fassiez. Et nous n'aurons pas accès, sauf dans certains niches, aux États-Unis. C'est quand même marrant. Et donc, pourquoi? Alors, il faut le faire en Europe, mais il faut aussi le faire pour les États-Unis. Non, ce ne sont pas les PME qui vont avoir accès aux États-Unis. Ce sont les méga grosses entreprises. C'est une importance primordiale. Nous, on voit qu'on perd des marchés par rapport à l'Asie parce que la standardisation entre les États-Unis et l'Asie est plus avancée qu'avec nous. Oui. Alors, ça, c'était un argument. Il y a eu beaucoup de réticences, en particulier d'ailleurs du gouvernement français, sur cette affaire des tribunaux d'arbitrage, c'est-à-dire des tribunaux finalement qui sont capables d'attaquer les États en justice. Parce que la France, la France a une mauvaise expérience de l'arbitrage. Chacun a à l'esprit les problèmes du Crédit Lyonnais, de l'arbitrage en faveur de M. Tapie. Et ceci a bloqué un peu les esprits en France. Je crois qu'il y a... Est-ce que vous êtes pleinement rassuré par l'idée de la commissaire désormais au commerce qui dit maintenant on a... D'accord, il y aura un tribunal d'arbitrage mais fondé sur une cour de justice spéciale composée d'avocats d'affaires, non pas d'avocats d'affaires, pardon, mais de juges hautement qualifiés. Ça vous rassure dans la... Je pense qu'on est dans la mondialisation et qu'il faut des institutions supranationales pour prendre des décisions. Ce qui est clair, c'est que nombre de pays qui souhaitaient des investissements, mais des pays en voie de développement dont les institutions judiciaires n'étaient pas très fiables et dont l'indépendance n'était pas assurée. Donc ces pays qui voulaient des investisseurs voyaient des investisseurs qui ne souhaitaient pas investir parce qu'ils avaient peur de se retrouver devant des juridictions très partisanes, très partiales. Et donc ils ont accepté spontanément qu'il y ait un arbitrage extérieur. Ça se comprend dans ce cas-là. Mais entre les États-Unis et l'Union européenne, on peut dire que nous avons des institutions juridictionnelles qui sont pratiquement du même niveau, avec la même indépendance et la même sécurité qu'on peut apporter aux justiciables. Quel est l'intérêt finalement? Parce que ça ne change pas tellement le système. Finalement, le principe est conservé qui permet à une multinationale de porter plainte contre un État. Vous savez, on peut porter plainte que quand il y a l'arbitraire. Et là, qu'est-ce que vous faites quand un investisseur est confronté avec des décisions arbitraires? Je trouve que le nombre de ces cas-là ne valent même pas la peine d'en parler. Justement, ça ne vaut pas la peine d'en faire. On avait 40 ans, on avait 600. Non. 600. Dont 2 tiers ont été gagnés. Mais ils sont en train d'augmenter, Ils sont en train de fortement augmenter depuis qu'il y a eu les accords qui ne sont plus des accords avec des pays qui sont des pays en transition, mais des pays qui sont des pays avec de vraies juridictions. Et donc, c'est vraiment un outil de la multinationale pour attaquer un système de capacité de réglementer. Non, vous êtes très idéologique là-dedans. Vous savez, 3/4 des juges allemands, 3/4 des magistrats allemands se sont opposés à la proposition qui a été faite par la Commission européenne en matière d'ICS. 3/4 des juges allemands, et je ne pense pas qu'ils soient socialistes. Oui, vous savez, je trouve que le ISDS qu'on avait eu en ce moment, il y avait 3 juges dont chaque côté nommait un, et le troisième, il fallait le commun accord. Alors moi, je ne peux pas trouver qu'il y avait la partialité, mais tout ça va être changé. Les 3/4 des juges s'opposent à l'ICS et non pas à l'ISDS. Vous savez, moi, je trouve que le nombre qu'on a eu maintenant, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Il faut des procédures rapides. Mais alors, il ne faut pas en faire. Ce qui est important, c'est que la rapidité de la décision. Je trouve qu'on parle d'un non-problème. C'est là que je trouve que l'Europe a des fragilités quand même et des insuffisances. Parce que
on veut faire respecter des règles de concurrence au sein de l'Union européenne. Lorsqu'on saisit la Cour de justice européenne sur des affaires de concurrence, il faut 4 ans pour obtenir une décision. Voilà. J'en veux à ceux qui dirigent fonctionner la Cour de justice européenne. Comme au Conseil surtout, de ne pas donner les moyens à la Cour de justice européenne de traiter ces questions. Nous avons une espèce d'aveuglement, nous sommes statiques. Alors, avant que de nous préoccuper des conflits entre les États-Unis et l'Europe, commençons par régler efficacement les problèmes de manquement aux règles de concurrence ici en Europe. À la fin, si ces négociations sont finalisées, et quand elles seront finalisées, elles passeront devant les États membres, il faudra trouver une majorité, puis le Parlement européen. Pour conclure, j'aimerais que vous nous disiez les uns et les autres, comment vous pensez que ça va se passer, ce passage devant le Parlement européen? Je crois qu'il y aura une majorité parce qu'il nous faut cet accord-là pour pouvoir survivre dans les années à venir. S'il n'y a pas cet accord-là, nous, on va suivre les standards que la Chine va nous imposer. Alors, je suis vraiment déçue d'entendre une Européenne dire que sans les Américains, l'Europe est morte. Et donc, je ne pense pas que l'Europe est morte sans les Américains. Je pense que si nous ne signons pas cet accord, nous serons toujours les premiers partenaires commerciaux des États-Unis. Nous continuerons à travailler ensemble. Mais ce que nous voulons, c'est d'avoir un accord qui soit un accord qui renforce l'Europe et non pas qui la détruit. Monsieur Arthuis. Moi, j'appelle les Européens à la cohérence. Je demande aux Européens, et on le voit bien avec les problèmes de migration, les problèmes d'aide à la Grèce, il n'y a pas de pilotage politique. Donc avant de négocier et avant le libre-échange, renforçons les institutions politiques. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat passionnant. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez en notre compagnie. Dans notre seconde partie, nous accueillons, comme toutes les semaines, notre grand invité. À tout de suite, juste après la pause.